Bonjour à tous. Ici, à la main levée, qui a déjà investi dans des ETF? D'accord. Et toujours à la main levée, qui investissait déjà en ETF il y a 10 ans? L'encours mondial en ETF en 2008, c'était un petit peu moins de 1000 milliards de dollars. En 2024, c'est plus de 13 000 milliards. Ça représente une croissance annualisée d'à peu près 17% par an. Et c'est une tendance qui est en train de s'accélérer, en Europe comme aux États-Unis. La collecte en ETF ne fait que s'accélérer. En 2021, sur toute l'année, en Europe, on a collecté à peu près 150 milliards d'euros. En 2024, sur les 9 premiers mois, on a déjà collecté plus de 160 milliards. Donc on observe une accélération, une tendance. Et l'idée aujourd'hui, c'est de discuter pourquoi est-ce que les ETF sont sous les feux des projecteurs. Donc pour discuter de ce sujet, j'ai avec moi Clotilde Salle, qui est conseillère clientèle chez Bourse Direct, et Julien Nebenzal, qui est responsable marché chez eToro. Alors la première chose dont je voudrais parler, c'est comprendre concrètement qui investit en ETF et pourquoi. Julien, qu'est-ce que vous observez auprès de votre clientèle aujourd'hui? Pour quelles raisons les investisseurs particuliers comme potentiellement professionnels veulent investir en ETF? Bonjour à tous. Déjà une statistique, puisque tu donnais quelques chiffres. eToro, entre ce trimestre, enfin le trimestre qui vient de se terminer, là, troisième trimestre 2024, et le troisième trimestre 2023, le nombre de clients qui font des ETF, qui achètent ou qui vendent des ETF, a progressé de 27%. Donc c'est pour vous dire que c'est un support d'investissement qui intéresse de plus en plus de personnes. Donc l'intérêt des ETF, quand on parle avec nos clients, il y a deux choses qui ressortent. Le premier point, c'est la simplicité. Et sur cette simplicité, il y a deux niveaux. D'abord, la simplicité de compréhension, puisqu'un ETF est un fonds coté en bourse qui réplique un indice. Donc quand on regarde l'ETF, on voit le nom de l'indice, et l'indice, on sait simplement ce que c'est. Si je vous dis un ETF Nasdaq, un ETF CAC 40, vous avez compris immédiatement ce que c'est. Il y a une autre simplicité, c'est que vous pouvez l'acheter ou le vendre sur votre compte titre immédiatement. Pour certains ETF, même sur votre PEA. Donc cette simplicité, elle est double, la compréhension et la transaction. Il y a un deuxième élément qui est très important et qui fait que l'engouement est fort chez les investisseurs privés, pour nous tous, mais aussi pour les professionnels, c'est le prix. Quand vous investissez sur un fonds qui n'est pas un fonds passif, donc qui n'est pas un ETF, un fonds géré par un professionnel, on appelle ça de la gestion active, puisque le gestionnaire professionnel, au lieu de répliquer un indice, il va chercher lui-même à construire le portefeuille. Il va réfléchir, il va travailler. Donc il faut le rémunérer, c'est normal. Ce qui veut dire que les frais sont plus élevés. Les ETF, il s'agit simplement de répliquer un indice. Donc ça demande moins de travail d'une certaine manière. Et logiquement, c'est moins cher. Alors si en moyenne, un ETF coûte, mettons, 1% moins cher qu'un fonds classique, un fonds dit de gestion active, eh bien tout le monde comprend très bien ce qui se passe. Parce que 1%, si vous investissez par exemple sur 10 ans, 1% sur 10 ans, bah, ça fait 10% de gagné. Mais comme en moyenne, votre investissement, il va par exemple progresser, mettons, soyons prudents, de 4% par an. Vous voyez, c'est quelque chose d'équilibré. Eh bien, 1% placé à 4% par an, le pourcent que vous récupérez à chaque fois, ça devient quasiment 14 ou 15% dans 10 ans. Donc, à gestion équivalente, alors ça c'est un petit peu compliqué, mais que vous choisissiez un ETF ou une gestion dite active, si vous avez à peu près la même performance des actifs qui composent ces produits, eh bien avec les ETF, vous aurez 15% de plus parce que vous aurez économisé sur les frais. Je dis ça pour justifier, expliquer pourquoi il y a cet engouement pour les ETF. C'est une raison aussi financière. Le prix est très attractif. En synthèse, les deux éléments que j'ai bien retenus, c'est les frais réduits et la simplicité, la compréhension de ce qu'on a dans ce produit, de ce dans quoi on investit. Règle fondamentale en investissement, on n'investit que dans des choses que l'on
comprend. Clotilde, Oui. quels sont peut-être les profils d'investisseurs que vous observez chez Bourse Direct et qui sont intéressés par les ETF? On a des investisseurs de plus en plus jeunes qui sont intéressés par les ETF. C'est une belle porte d'entrée pour arriver sur les marchés financiers, se diversifier dès l'entrée et puis pouvoir investir sur plusieurs thématiques différentes. Donc, ouais, beaucoup de personnes, je dirais moins 45 ans, moins 35 ans même, qui se dirigent vers les ETF. Et on a de plus en plus aussi de femmes maintenant qui sont intéressées par l'investissement financier et qui se dirigent vers les ETF parce que c'est tout simplement la plus grosse croissance en termes de clientèle sur ce type de produit en France. En 2020, de mémoire, c'était 12% des 25-35 ans investisseurs qui investissaient en ETF. C'est plus de 45% en 2024. Donc effectivement, les jeunes sont attirés par ce sujet des frais faibles, de la simplicité. Et peut-être l'élément fondamental que je voudrais rajouter à ce qu'a pu préciser Julien, c'est la diversification intrinsèque. Les ETF, comme a pu le dire Julien, ce sont des produits qui suivent des indices boursiers, CAC 40, S&P 500, Nasdaq 100. Et donc l'intérêt, pour moi, majeur de ces produits, c'est qu'en une seule transaction, vous vous exposez à des dizaines, des centaines, voire même des milliers d'entreprises. Le prix est également un élément fondamental. Et pour donner un exemple, ceci n'est pas un conseil en investissement, l'ETF World, MSCI World de iShares, il est aujourd'hui accessible pour un prix de 5 €. D'accord ? Et c'est un produit qui vous expose en une seule transaction à plus de 1500 grandes entreprises, des grandes capitalisations des pays développés. Donc c'est la preuve qu'aujourd'hui, les ETF sont des produits accessibles, diversifiés, avec des frais très faibles. On a parlé des ETF qui suivent des indices, CAC 40, S&P 500, mais également des ETF qu'on appelle les ETF thématiques. Thématiques dans le sens où ils vont non pas chercher à suivre un indice géographique, mais un indice sectoriel. L'intelligence artificielle, la robotisation, les énergies renouvelables. Julien, qu'est-ce que vous observez en termes de demande de la part des investisseurs particuliers vis-à-vis de ces ETF thématiques ? Il y a sur la demande, elle appelle en fait beaucoup de pédagogie. Parce qu'en fait, quand vous êtes face à un ETF thématique, la première raison pour laquelle vous vous y intéressez, je m'y intéresse aussi, nous tous, c'est parce que le thème, par exemple, est à la mode. Si vous avez un thème qui est à la mode et que vous avez un ETF qui va répliquer ce thème, quand je dis à la mode, c'est que ça monte, hein, soyons concrets. On se dit, tiens, pourquoi pas mettre cet ETF ? Et en fait, on a une approche ici qui est assez tactique. C'est de dire, ah, il y a quelque chose qui se passe, je vais y participer, j'y vais. Et c'est très bien, parce que ça permet de diversifier votre portefeuille. Puis, comme disait Charles Elias à l'instant, un ETF, c'est déjà en soi une diversification. Mais si en plus vous mettez une thématique dans une petite proportion de votre portefeuille, vous continuez de diversifier. Donc c'est excellent pour la gestion de portefeuille. Mais il y a un petit écueil, d'où mon idée de pédagogie. C'est que si on est sur ce thème uniquement pour la mode, si à un moment la mode passe, comprenez-moi encore bien, ça baisse, alors vous allez vous interroger, est-ce que ce thème est le bon ? Et là, il ne faut pas se tromper. Donc l'ETF thématique, c'est parfait, mais plutôt que d'avoir une approche mode, je vous invite plutôt à l'intégrer dans votre stratégie d'allocation. C'est-à-dire, non pas de vous dire, je prends cette ETF thématique parce que ça a l'air bien en ce moment, mais vous dire, oui, j'aimerais que cet ETF m'apporte du rendement pour dans 3 ans, dans 5 ans. C'est-à-dire dans une logique stratégique, de long terme d'allocation. Là, les ETF thématiques sont encore plus intéressants puisqu'ils vous permettent de vous positionner sur des thèmes précis que vous aurez choisis, mais à long terme, sans prendre trop l'écueil de la mode et de la tendance, qui peuvent de temps en temps s'avérer, voilà, pas forcément pertinents. Parfois oui, parfois non. En tout cas, en allocation, c'est une très bonne idée. Tu as raison, Julien, c'est toujours dans cette approche long-termiste qu'il faut approcher l'investissement de manière générale et encore plus l'investissement en ETF. Clotilde, sur la partie thématique, une grande thématique qui est très appréciée aujourd'hui par les investisseurs particuliers, c'est l'ESG, entendez environnement, social et gouvernance, les thématiques d'investissement responsable. Quel est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on observe sur cette tendance, sur cette thématique qu'est l'investissement responsable ?
C'est vrai qu'on voit que ça intéresse de plus en plus les investisseurs, d'avoir une démarche qui va pouvoir répliquer leurs valeurs en termes que ce soit éthique ou alors que ce soit environnemental ou sociétal. Et donc du coup, maintenant, il y a beaucoup plus d'attention portée sur les investissements que les clients font et sur du coup les répercussions qu'ont ces investissements-là. Il y a beaucoup plus de demandes. Nous, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup nos clients et on prend aussi le pas en tant que société cotée de se mettre sous ce label ISR. Donc, on a compris que c'était quelque chose d'important et donc maintenant, on a pas mal de palmarès ISR, même dans les ETF, qui sont mis à disposition pour que les clients puissent avoir pouvoir bénéficier de toute cette diversification tout en respectant leurs valeurs. Aujourd'hui, l'Europe est leader sur la partie ESG, notamment ETF ESG, bien plus qu'aux États-Unis. On peut être peut-être fier de nous sur ce plan-là. Mais le bémol et le point d'attention que je souhaiterais apporter aux investisseurs qui aujourd'hui réfléchissent aux investissements responsables ESG, c'est la mauvaise compréhension ou la mauvaise définition que les investisseurs peuvent avoir de ce qu'est une bonne note ESG. Beaucoup pensent, et peut-être c'est votre cas aujourd'hui, que si un investissement, un ETF, a une bonne note ESG, ça signifie qu'il a un impact plutôt positif sur la société, l'environnement. C'est faux. Ayez bien en tête, comprenez bien qu'une note ESG reflète uniquement les mesures qu'ont mises en place, qu'ont prises les entreprises pour se protéger, pour protéger leurs profits des risques ESG. Par exemple, une entreprise qui va protéger ses locaux d'inondations, de tremblements de terre, va améliorer sa notation ESG. C'est pour ça qu'on a des entreprises comme Tesla ou des entreprises comme Total qui peuvent avoir des bonnes notes ESG malgré des pratiques qui peuvent être discutables. Donc attention, encore une fois, à ce que signifie une note ESG. Ça n'est pas un indicateur de l'impact de l'entreprise. Sur la partie, une autre thématique, les ETF, c'est très passif. On aime justement cette dimension « j'investis, je n'y touche plus pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans ». Mais il existe également des ETF actifs. Qu'est-ce qu'un ETF actif, Julien, et pour quel type de besoin, à quel type de besoin répondent-ils? Alors, au départ, un ETF, donc ETF, c'est Exchange Traded Fund, ça veut dire un fonds qu'on peut négocier en bourse. Comment ça s'est créé? Les premiers en France, lancés par Euronext, c'était 2007. C'est parce que quand vous achetez, par exemple, 100 €, alors une personne, 100 €, quand 1000 personnes achètent 100 € en même temps sur un ETF, eh bien, il faut que le gestionnaire d'ETF réplique. Mais pour répliquer, il faut qu'il achète les titres lui-même en bourse, puisque les 40 titres du CAC 40 que vous achetez, lui-même doit les acheter. Comment il a l'information que nous venons tous d'investir? Parce qu'on lui donne en temps réel. Et comme il a cette information en temps réel, il peut répliquer en temps réel sur un indice qui lui-même existe. Le CAC 40, je peux l'acheter en temps réel. Un fonds actif ne peut pas faire ça, puisque sa réplication va être beaucoup plus complexe que celle de la réplication d'un indice. Donc le fonds actif, l'ETF actif, pardon, n'a pas existé pendant très longtemps. L'ETF actif, c'est quelque chose qui est nouveau. Alors, la question que tu poses, qu'est-ce qui intéresse les gens dans ces ETF actifs? Eh bien, c'est de retrouver la logique de la gestion active, c'est-à-dire j'ai un gestionnaire qui fait mon travail de sélection, mais avec, la simplicité de la transaction, c'est qu'au lieu d'acheter aujourd'hui, si vous achetez un OPCM aujourd'hui, vous l'aurez demain. Je schématise. Vous connaîtrez demain que vous l'avez, et vous connaîtrez demain le prix auquel vous l'avez acheté. Au lieu d'avoir ça, c'est-à-dire cet écart, eh bien vous l'achetez immédiatement en bourse et vous avez immédiatement le prix auquel vous avez acheté votre ETF actif. Mais c'est une nouveauté, comme je vous le dis. Et l'autre point, on va retrouver le prix, parce que lui aussi, le prix sera un peu inférieur à la gestion active classique. Mais le fond des choses, c'est toujours l'utilisation de ces doubles éléments, donc ETF actif ou ETF classique dit passif,
c'est toujours la simplicité. Vous pouvez comprendre le produit facilement, vous pouvez décider quelle quantité et le prix, il y a toujours une économie à faire ça, plutôt qu'à prendre des produits qui ont plus de frais et dont la rentabilité dite supérieure, additionnelle, n'est pas nécessairement au rendez-vous. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces deux particularités ETF actif-passif en synthèse. Clotilde, toujours sur ces ETF actifs, la situation actuelle au niveau des marchés, les marchés sont chers, sont surévalués pour certains. Cette gestion active, est-ce qu'elle ne permettrait pas justement de s'exposer à ces marchés de façon relativement passive, donc toujours grâce à l'ETF, grâce aux ETF, mais derrière, grâce à l'expertise d'une équipe de gestion? Dans quelle mesure ces ETF actifs permettent de répondre à cet environnement de marché élevé? Oui, totalement. Ça permet en fait de trouver une solution dans un marché, comme tu l'as dit, qui est très haut. On ne sait pas forcément quoi faire. Et en fait, ces ETF actifs permettent aux clients de répondre ça permet de répondre à cette demande de vouloir trouver un petit peu l'opportunité ou la faiblesse du marché qu'on n'aurait pas vu. Et donc, totalement, ça permet aux personnes qui ne savent pas vraiment quoi faire dans des marchés comme ça, de pouvoir toujours investir et de continuer toujours à se diversifier et toujours à moindre coût. On a des produits accessibles, simples, peu chargés en frais, diversifiés, qu'on peut acheter sur PEA, sur compte titre, sur assurance vie, sur la plupart des enveloppes. On a des ETF géographiques, on a des ETF thématiques, on a des ETF ESG, on a des ETF actifs. Il y en a pour tout le monde. Je pense que ça semble plutôt clair pourquoi aujourd'hui les ETF attirent de plus en plus d'investisseurs. Alors peut-être la prochaine étape pour vous, pour celles et ceux qui investissent ou qui n'investissent peut-être pas encore et qui réfléchissent, c'est par où commencer? Comment construire un portefeuille d'ETF? Quelles sont les premières étapes? Julien, quelles seraient peut-être vos recommandations, vos conseils pour les investisseurs qui souhaiteraient se construire un portefeuille d'ETF? Alors, quand on construit un portefeuille, on cherche toujours à avoir ce qu'on appelle une ossature centrale de portefeuille, que le raisonnement se tient avec ou sans ETF. Mais il est encore plus intéressant en ETF, notamment pour la partie prix que j'évoquais. Parce que votre ossature centrale, si vous la construisez avec les ETF, vous allez les construire avec un prix bas, donc encore une fois un rendement comparable avec une meilleure performance à moyen et long terme. Toujours ce point du prix qui est déterminant. Pardon. Cette ossature centrale, elle s'appelle aussi gestion dite cœur satellite. Le cœur, c'est cette ossature centrale. Donc vous pouvez créer un cœur composé d'un groupe d'ETF et autour, vous allez utiliser ce qu'on va appeler des satellites, c'est-à-dire d'autres choses qui vous intéressent. L'ETF thématique dont on a parlé tout à l'heure est un exemple. Mais le cœur doit être construit dans une optique d'équilibrer le risque que vous êtes prêt à prendre, à la fois pour vous en tant qu'investisseur, mais à la fois compte tenu de la durée de votre investissement. Ce sont ces deux paramètres, le profil, la capacité d'exposition au risque de chacun et la durée de l'investissement. Et par exemple, chez eToro, on propose 3 portefeuilles d'ETF qui font des cœurs de portefeuille et qui sont organisés en partenariat avec BlackRock. Donc vous avez un fonds qui est plus prudent, vous avez un fonds qui est plus équilibré, vous avez un fonds qui est plus dynamique. À vous de déterminer si votre investissement il est pour le long terme et que vous acceptez un peu de risque et vous devez aller vers ce qui est plutôt dynamique, ou si vous pourriez avoir besoin de votre argent d'ici 3-4 ans ou 2-3 ans, auquel cas il faudra aller beaucoup plus sur quelque chose de prudent. Mais une fois que vous avez ces portefeuilles, ils peuvent constituer entre 50 et 70% ces portefeuilles corps qui sont déjà organisés. Vous pouvez aller les voir sur la plateforme, vous avez toute la composition dedans. Ils peuvent constituer jusqu'à 50 à 70% de votre portefeuille total. Il vous restera donc entre 30 et 50% de satellites autour. Vous allez venir compléter par des éléments qui vous semblent intéressants par vos propres convictions. Ça peut être donc ETF thématique. On a parlé d'ETF ESG. Vous pouvez venir aussi compléter avec des ETF ESG. Vous pouvez faire, ou des actions évidemment. Après, libre à vous de compléter votre portefeuille. Mais voilà, les ETF sont très intéressants pour créer le cœur de votre portefeuille parce que les frais sont plus bas et donc c'est plus intéressant à moyen et long terme pour vous. Avoir un socle de portefeuille qui se repose donc sur les ETF est probablement pas une mauvaise idée à explorer. Clotilde,
quelles seraient peut-être tes recommandations? Alors moi, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être partir sur des thématiques que vous connaissez, que vous appréciez tout particulièrement, parce que du coup, ça va vous serez obligé de suivre un petit peu les tendances qui vous intéressent. Donc vous pourrez vous intéresser à vos investissements. Moi, je trouve que c'est la meilleure chose à faire quand on débute. Et puis après, pourquoi pas investir petit à petit, tous les mois. On n'est pas obligé d'avoir un énorme capital pour pouvoir se lancer dans l'investissement. On peut y aller pas à pas et renforcer sa position jusqu'à ce qu'on soit à l'aise. Et après, continuer la diversification, parce que comme on l'a dit, en achetant un ETF, on se diversifie déjà. Donc voilà, en gros, moi, ce serait ça. Merci. Et peut-être ma recommandation personnelle sur la construction d'un portefeuille d'ETF, ça serait déjà avant tout de définir son profil d'investisseur, ses objectifs et donc l'adéquation entre des actions, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un portefeuille d'ETF, ça repose derrière sur un sous-jacent que sont les actions. Et les actions, ça n'est pas une classe d'actifs à laquelle on va s'exposer facilement ou quand on a un horizon d'investissement court terme, comme a pu le dire très justement Julien. Il faut déjà vérifier si on a un horizon d'investissement moyen, long terme, plus de 8 ans, 10 ans, 15 ans même idéalement. Et à ce moment-là, on peut commencer à s'exposer aux actions avec un portefeuille d'ETF. Et je recommanderais de commencer par s'y exposer avec des ETF larges, bien diversifiés, géographiques idéalement, parce que la partie thématique, c'est intéressant pour ses convictions personnelles, mais ça reste beaucoup plus concentré. Et donc, ça amène un risque supplémentaire qu'il faut, on va dire, prendre en considération dans la balance. Et ensuite faire, comme a pu le dire Clotilde très justement, du DCA, Dollar Cost Averaging, c'est-à-dire d'investir une petite partie de son épargne chaque mois afin de lisser son prix d'entrée sur les marchés. Ainsi, si jamais demain les marchés baissent, vous continuerez à acheter moins cher. Et si les marchés augmentent, votre capital déjà investi continuera à prendre en valeur. C'est donc toujours le bon moment pour investir progressivement en ETF. Je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup Julien, merci beaucoup Clotilde. Merci.